Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Laurent. Alors Marie-Vol est de retour cette semaine pour une nouvelle direction, le Val d'Anglin. Voilà, c'est ça. Et on va aller se promener dans la nature et on va notamment aller visiter les cabanes de Chanteclair. Et c'est super ça, on va peut-être faire un beau tour dans la nature justement et découvrir des chemins de randonnée, ce qui sera un des thèmes de l'émission. Voilà. Et puis on va aussi peut-être goûter du fromage de chèvre parce qu'il y a un éleveur dans le coin où on va se balader qui élève la seule chèvre originaire du Berry, la Couclaire. Voilà, qui a failli disparaître. Qui a failli disparaître et qui l'a sauvé, ce monsieur. Voilà. On ira le rencontrer tout à l'heure. Mais pour commencer cette émission, c'est à toi, ma chère Julie, comme chaque semaine. Avec la carte postale. Dans ce nouveau numéro de Marie-Vol, nous vous proposons de découvrir la communauté de communes du Val d'Anglin. Créée en 1996, elle réunit 7 communes. Avec 3400 habitants, elle constitue le plus petit canton du département en termes de population. Blotti sur les coteaux dominant la vallée de l'Anglin, aux portes de la Touraine, du Poitou et du Limousin, ce territoire se situe dans un environnement de bocage, de prés, d'étangs et de forêts, caractéristique de la Petite Brenne. Chemin de randonnée et petites routes champêtres incitent à une découverte tranquille, familiale, au rythme de chacun. Pour ce faire, rien de tel qu'un petit séjour dans les cabanes de Chanteclair. 11 nids douillets, secrètement perchés au cœur d'une forêt privée de 2500 hectares, permettent d'observer au fil des saisons une faune et une flore exceptionnelles. La communauté de communes du Val d'Anglin a également vu le retour d'une ancienne race de chèvres qui avait presque disparu, la Couclaire du Berry. Grâce à la passion d'un homme, elle est en train de reprendre sa place dans la campagne lignacoise. Une campagne qui abrite un des incontournables de ce territoire, le château Guillaume. Imposant et majestueux dans son écrin de verdure, il inspire calme et sérénité. Le château a été fondé par Guillaume X, comte du Poitou et duc d'Aquitaine, père d'Aliénor, qui serait né en ces lieux. La communauté de communes du Val d'Anglin est un territoire qui possède un patrimoine remarquable au cœur d'une nature sauvage et préservée et qui ne demande qu'à être découvert. Eh bien, pour ouvrir cette émission, nous sommes en compagnie d'Alain Neuvière. Bonjour, Alain. Vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un aspect important. On ne peut pas parler de développement touristique ici dans l'Indre, en particulier en Brenne, sans parler de randonnée. Absolument. Et vos différentes casquettes que vous allez nous énumérer vous permettent d'intervenir sur différents points pour mettre en valeur le tourisme et en particulier la randonnée dans la Brenne. Alors, ces casquettes, c'est quoi ? Alors le mot randonnée, donc effectivement je suis président du comité régional de randonnée pédestre du centre, donc, et administrateur à la Fédération française de randonnée. Ça c'est le volet randonnée pédestre. D'accord. À côté de ça, donc, je suis élu local à Bélabre et à ce titre donc, je suis représentant de la commune de Bélabre au parc naturel régional et président de la commission tourisme du parc naturel régional de la Brenne. D'accord. Et puis, plus localement encore, par effet de zoom, sur Bélabre, sur le canton de Bélabre. Donc je suis président de l'office de tourisme du canton de Bélabre. D'accord, donc vous êtes le bon interlocuteur. Je pense que vous savez de quoi il retourne dans ce territoire qui vous est cher. Je l'espère. Alors on est donc ici pour parler de randonnée et puis d'un nouvel angle. En fait, depuis quelques temps, on peut se renseigner sur Internet et télécharger directement des plans de randonnée, qu'on fasse de la randonnée à cheval, à pied ou en vélo. Absolument. Alors effectivement, la randonnée a pris le virage du numérique, comme beaucoup d'autres activités, pour passer, on va dire, du tout papier ou des formules plus classiques de cartes, de petits dépliants, de fiches de randonnée, vers le numérique, avec notamment un outil que maintenant tout le monde connaît bien, c'est le GPS, donc qui permet de se situer à partir de satellites. Donc notre idée, c'est de numériser les itinéraires, c'est-à-dire de les enregistrer en faisant le parcours GPS en main, donc le GPS capte les satellites, enregistre la trace de la randonnée et ensuite ce fichier-là, il est mis sur le site internet de façon à ce que ensuite le randonneur potentiel, le touriste, chez lui, tranquillement, va sur le site internet, peut télécharger le fichier, le mettre dans son propre GPS et ensuite partir en balade sur le terrain
ou éventuellement, il peut également charger le tracé et imprimer les petites cartes en fonction de ce qu'il veut faire. D'accord, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un petit peu de l'esprit de la randonnée, du randonneur, qui disparaît du coup? Alors effectivement, c'est l'objet d'un débat, et là, vous avez évoqué ma casquette de Fédération française de randonnée. C'est vrai, il y a un peu la querelle des anciens et des modernes. Et oui, la carte dans tout ça. Et ben voilà, donc on a des gens qui sont de toute façon historiquement très attachés à la carte IGN. Je crois que la numérisation et le GPS ne doivent absolument pas remplacer le plaisir d'aller se promener, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Je pense que le GPS peut être un moyen d'amener à la randonnée des plus jeunes, parce que bon, historiquement quand même, la randonnée est quand même plutôt une activité pratiquée par, on va dire, des seniors. Les seniors. Voilà, par contre, les enfants qui maintenant naissent quasiment avec une console de jeu, un téléphone, un ordinateur dans les mains, ils sont très à l'aise, et ça nous permet de toucher cette clientèle familiale, ce public-là. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Il faut que ça soit un plus pour choisir sa randonnée chez soi, tranquillement. Mais une fois sur le terrain, c'est surtout ce qui est important, c'est les pieds et puis les yeux, regardez où on est. Eh bien Alain Neuvière, merci beaucoup pour cette présentation. Et nous, on va poursuivre cette émission puisqu'on va se diriger à présent à Lignac. On va retrouver Julie. On va voir Didier Vachot, qui est un spécialiste désormais de la filière chanvre. Didier Vachot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Donc ici, vous avez décidé de vous lancer dans le chanvre, dans la filière chanvre, c'est ça? Exactement. Donc comment vous en êtes arrivé là? C'est vraiment, ça s'est passé bizarrement puisque je suis artisan maçon. Et il y a quelques années, c'est une cliente qui m'a demandé de réaliser un chantier avec une dalle chaud chanvre. Je ne connaissais pas ce produit. Et j'ai bien voulu essayer. Et figurez-vous qu'à ce premier chantier, ça a été la découverte. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit passé à côté d'un matériau comme ça. Parce que c'est un matériau écologique. Et c'est la terre qui nous donne ça en plus. Hein. On n'a pas besoin de faire de gros trous de carrière dans notre terre qui a tant souffert. Et donc, j'ai voulu aller plus loin. Et je me suis mis à faire des recherches sur ce champ, sur la manière de le cultiver. Et j'ai décidé, c'est la petite folie, justement de vous lancer. De me lancer, d'essayer de faire cette production de chanvre. D'accord, donc vous avez semé du chanvre, vous avez oui, ça a déjà été un peu délicat parce que pour semer du chanvre, il faut des terres. Des terres étant maçon, j'en avais pas, donc il a fallu déjà faire l'acquisition de terres. Et c'est là qu'a été le facteur déclenchant, quand j'ai pu avoir des terres. Donc le chanvre, donc quand il a atteint sa maturité, donc c'est cette tige-là, voilà, c'est ça? Vous avez un exemple là d'une tige de chanvre. Cette année, ça peut monter à 3 mètres, hein, mais cette année, les conditions climatiques ont fait qu'il est plus faible. Mais donc il est quand même là. Et donc nous, dans le bâtiment, on utilise la tige seulement. Donc vous le coupez comme ça dans le champ, vous le laissez par terre 3 semaines. On le laisse 3 semaines, voilà. Et après on fait intervenir une machine agricole, une ensileuse, qui vient broyer ce chanvre au champ. D'accord. Et on le stocke dans des remorques. Et après, donc vous le ramassez on le comme dépose ça. Ici. Voilà. D'accord. Donc une fois qu'il arrive ici, qu'est-ce qui se passe après? C'est là que ça se passe. Ça commence. Voilà. Voilà. Alors là, il faut déjà des machines. Il faut les créer. Puisque à petite échelle comme ça, elles n'existent pas. Ça existe des machines industrielles, mais vous l'avez créé vous-même. Là, voilà. Donc il faut être bon bricoleur, on va dire. Et donc ça consiste à trier ce chanvre. D'accord. Puisque dedans, on a la fibre, la chènevotte et les poussières. D'accord. Donc il faut tant bien que mal réussir à séparer tout ça. D'accord. Donc ça part. Alors ça part d'ici, c'est-à-dire là on a un vieux monte foin agricole, et qui sert de tapis ameneur. D'accord. Et après vous avez un vieil épandeur à fumier qui a été bien sûr recyclé et modifié. D'accord. Puisque en bout de ce tapis, nous avons un gros rouleau avec des dents qui éparpille la matière. D'accord. Parce que bien sûr nous avons toujours la fibre dedans. Oui. Et c'est pas facile à trier. D'accord. Donc ce gros rouleau éparpilleur projette sur cette partie de... Vous n'allez pas reconnaître, mais c'est une moissonneuse batteuse à la base, qui a été découpée au chalumeau. Et donc on a gardé la partie centrale. D'accord. Les secoueurs donc. Et là donc déjà la transformation commence, puisque nous avons la laine d'un côté qui va monter étant plus légère, et la chènevotte et les poussières qui vont tomber dans ces vis sans fin. D'accord.
qui sont reprises après pour aller dans un tambour. Et donc le produit fini, c'est ça? Alors le produit est fini, vous l'avez ici. D'accord. Voilà. On Ça, a c'est la laine. La laine, Mhm. la fibre de chanvre, D'accord. qui sert donc d'isolation pour le bâtiment. D'accord, on l'étale comme ça, comme de la laine de verre en fait. En ce qui me concerne, j'ai pas le moyen de faire des panneaux et Mhm. tout, donc nous, on travaille sur du vrac. D'accord. Donc ça c'est la laine. Et là on a donc les Et chenottes. de l'autre côté, donc, comme je vous disais tout à l'heure, là après nous avons les chènevottes D'accord. qui sont triées encore avec cette vieille machine qui a été modifiée, puisqu'à la base c'était une bétonnière de maçon, Ouais. qui a été transformée en tambour Mhm. pour tamiser. D'accord. Ce qui fait que ça nous tamise les grosses chènevottes et les petites chènevottes. D'accord. Et donc avec ces chenottes, qu'est-ce qu'on fait? Alors les grosses chènevottes sont destinées à faire des bétons, des Mhm. bétons chaud chanvre bien sûr, D'accord. hein, pour la restauration. Mhm. Et les petites chènevottes sont destinées à faire des enduits de finition D'accord. ou même voir aussi des litières pour des toilettes sèches. Il y a plein d'utilités. Rien ne se perd dans cette plante, c'est ça Ouais, qui est tout formidable. s'utilise. Tout se valorise et même les poussières. Parce qu'après, ces poussières peuvent être recyclées pour faire des engrais. D'accord. Donc Dans vous la mesure du fabriquez possible. également donc, des panneaux de béton chaud chanvre? Oui, à la D'accord. demande, bien sûr. D'accord. hein, quand... Bon, bah, vous en avez, on va aller voir ça. Oui, bah, si vous voulez. Allons-y. Avec plaisir. Donc le béton chaud chanvre, c'est ça donc? Voilà, c'est ça. Voilà ce que l'on peut faire avec ce chanvre. Mhm. C'est-à-dire des dalles allégées en plus, Ouais. puisque nous sommes à moins de 500 kg au mètre cube en D'accord. densité. Mhm. Donc ça n'a rien à envier aux dalles modernes allégées. D'accord. Et en produit naturel toujours, bien sûr. D'accord. Et on peut Donc- l'utiliser pour le sol, les murs. Alors c'est le ça? sol, les murs, les dalles de plancher, Mhm. les enduits, D'accord. vraiment on peut en mettre partout. D'accord. Et par rapport à un isolant traditionnel, c'est plus cher ou moins cher? C'est un petit peu plus cher, on va dire, mais sans toutefois être des sommes extravagantes. hein. D'accord, ça reste raisonnable. Puisque moi, une dalle comme ça, chaud chanvre, de 10 cm d'épaisseur sur 1 mètre carré, il faut compter 8 € de matière première de chènevotte. D'accord. Plus un sac de chaux, et ça nous fait à peu près 16 € le mètre carré pour une dalle de 10 cm. D'accord. Pour les autoconstructeurs, bien sûr. Vous vendez qu'à des éco-constructeurs ou également à des particuliers? Comment ça se passe? Particuliers aussi, et quelques artisans locaux. D'accord. Et toujours en vente en circuit court? Circuit court, le but c'est ça. J'adhère à Chanvrières Circuit Court, et notre but ce serait de rester dans un rayon de 80 km. Donc les personnes intéressées peuvent vous contacter. Ah, mais tout à fait, il n'y a pas de souci pour le produit, bien sûr, mais aussi les conseils. Parfait. Eh ben, merci de nous avoir reçus ici. Mais je vous en prie, Merci c'était un bien. grand plaisir. Et nous, on va retrouver Laurent qui est allé rencontrer Sylvain Chagnot, un hôtelier de plein air. Bonjour Sylvain Chagnot. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit. On est aux cabanes de Chanteclair, un lieu que vous avez créé. D'où vous est venue cette idée d'implanter sur ce magnifique site 11 cabanes? L'idée était de faire découvrir la Brenne tout en respectant la faune et la flore. Et la cabane permet de pouvoir observer sans déranger la faune et la flore de ce merveilleux territoire. Là, on est en immersion totale dans la nature. Tout à fait, sans eau, sans électricité. Un petit peu d'eau dans la cabane, mais sans électricité. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet? La cabane, j'allais dire, personne ne l'a inventée. Nos arrière-grands-parents construisaient déjà les cabanes. Mais ça permet surtout aux animaux qui sont très présents sur la propriété, ça permet de pouvoir les voir, les observer sans les déranger du fait de la hauteur. Alors ici vous avez tout un tas de publics différents qui vient vous voir. Je sais que vous organisez, en tout cas vous accueillez des séminaires. Qui essentiellement est touché par ces cabanes? C'est un public familial qui vient ici? Je crois qu'on touche 100% des gens, mais un petit peu différemment selon les saisons. C'est-à-dire, je pense qu'en juillet-août, on a des familles. Des familles. Plutôt, voilà, des familles avec des haltes en vacances. On est au centre de la France. Et puis, je dirais, à Pâques, plus des couples. Mai, juin, plus des couples aussi. Ouais. Et puis, septembre-octobre, des couples. Et puis, spécialement par rapport au brame qui est très présent sur cette propriété, je dirais de mi-septembre à début novembre. Vous êtes ouvert toute l'année? Non, les cabanes ouvrent fin mars, Fin mars. ou 1er avril selon les jours, jusqu'à fin octobre. Alors vous proposez des paniers repas aussi, des boissons. Les gens donc s'isolent complètement. Quand ils sont là, ils s'adressent quasiment, ils restent en famille. Tout à fait. Alors en général, bon, ils arrivent,
on les emmène dans leur cabane, toujours avec des véhicules électriques, toujours le silence est quand même la règle d'or ici, et ils peuvent commander, s'ils le souhaitent, des paniers terroirs qui sont que des produits faits à moins de 5 km des cabanes. Ça, c'est très important. Alors la propriété est assez grande, je crois, donc on peut se balader? Tout à fait. Donc il y a deux types de chemins. Il y a le chemin des cabanes, qui est un chemin qui est totalement fléché et qui permet de voir les 11 cabanes tout en changeant de biotope. Là, par exemple, derrière nous, on est dans les Brandes, qui est une végétation très particulière de la Brenne. On va passer dans un bois, long d'un étang. Ce chemin fait à peu près 6 km et quoi qu'il arrive, les deux extrémités arrivent à l'accueil. De ce chemin des cabanes fléchées par des multitudes de petits chemins ou layons qui ne sont plus fléchés, dans lesquels il n'y a plus de cabanes. C'est la nature à l'état pur. Attention de ne pas se perdre. D'accord, on ne se perd pas? On n'a perdu personne pour le moment. D'accord. Alors, on ne l'a pas encore dit, mais chacune des cabanes est réellement différente. Il y a différentes hauteurs, différents styles. Vous avez 11 cabanes radicalement différentes les unes des autres. Exactement, parce qu'elles sont à 11 endroits différents. Ouais. Donc déjà, elles sont dans l'esprit par rapport où elles se trouvent. La hauteur n'est pas un but de qualité, n'est pas une charte de qualité. Elles doivent être à la hauteur où elles ont la meilleure vue. Si vous montez trop haut une cabane, par moment vous êtes dans la canopée, vous êtes dans les feuilles et vous ne voyez plus. Bien sûr. Donc selon les cabanes, on monte la hauteur. Et puis par moment, quand on a besoin d'aller chercher une hauteur différente, on monte aussi par moment que des terrasses. Eh bien, écoutez Sylvain Chagnot, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait cette petite présentation et je pense que dès le printemps prochain, je l'imagine et je l'espère, vous aurez certains de nos téléspectateurs qui vont venir frapper à votre porte. Avec le plus grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. On poursuit cette émission, nous on va à présent voir un éleveur de chèvres qui a réussi à sauver une espèce du Berry. Il s'agit de la couclaire. Philippe Doyel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre exploitation. Alors vous avez une particularité, c'est ce qui vaut qu'on est venu vous voir aujourd'hui. Vous avez choisi de sauvegarder cette espèce de chèvre, une espèce disparue, qui s'appelle la couclaire du Berry. Oui, je me suis intéressé beaucoup aux races anciennes locales, aussi bien des végétaux, les pommiers, les fruitiers, etc., les légumes, mais aussi les animaux. Et donc la chèvre, dans les bouquins, il disait que la chèvre du pays, c'était la chèvre couclaire du Berry, mais qu'elle était complètement disparue. Et puis un jour par hasard, lors d'une promenade, j'en ai retrouvé dans le fin fond du Berry, du côté de Lignières. Et donc elle se reconnaît bien, parce que vous voyez, elle est partagée en deux. L'avant très clair, ça va du blanc au crème, comme ça, un peu plus foncé, et l'arrière très foncé, du noir au marron foncé. Elle est magnifique en tout cas, vraiment. Elle est très belle. Vraiment très belle. Très belle. Et donc je me suis dit, il y en a deux, pourquoi il n'y en aurait pas plus? Donc on a fait pendant 2-3 ans, on s'est déplacé pour voir un petit peu, prendre des photos, voir un petit peu. Et puis quand on a été persuadé qu'il y en avait quand même, ça valait le coup de la sauver, d'essayer de la sauver, on a créé une association de sauvegarde et on a travaillé après. Après, si vous voulez, c'est presque le boulot d'une agence matrimoniale. On fait rencontrer les boucs avec les chèvres pour avoir des petits. Il faut vous vérifier la consanguinité, les choses comme ça? Alors, c'est notre problème. Quand on est un faible effectif, la consanguinité, c'est un problème qui nous travaille beaucoup. Et donc, on a effectivement essayé de changer le sang sans arrêt en faisant des rotations avec les différents éleveurs. Alors nous, on favorise quand même qu'elles partent dans des élevages qui vont travailler avec, qui vont la faire saillir par un bouc couclaire, et donc on aura des pures races, alors qu'un particulier va plutôt avoir ça pour le fun, quoi, et donc on a peur de perdre après derrière. Il vous a fallu 10 ans à peu près pour arriver à sauver l'espèce? Pour arriver au résultat qu'on a là, oui. On est entre 100 et 150 chèvres, et on considère qu'une chèvre est vraiment sauvée à partir d'un chiffre de 400-500, parce que là on est sorti de la consanguinité, ou à peu près. Donc notre association a adhéré à l'URGB, et par cet intermédiaire-là, on est en train de faire un recensement, on est en train de faire
vraiment quelque chose de travail scientifique. de fond, quoi. Ouais. Travail scientifique, alors qu'avant c'était, il fallait y aller. Hein. Moi j'ai le tempérament, il faut y aller, il faut rentrer dedans, et après on verra, quoi. Hein. Et Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour cette chèvre? Vous l'élevez pourquoi? Pour le lait? moi je suis fabricant de fromage de chèvre, hein. Donc je fais un fromage qui s'appelle le Petit Brénou, qui est exclusivement avec du lait de Couclair. Et c'est une excellente laitière. On fait une sélection sur la production. Pour avoir les meilleurs. Et on s'aperçoit dans quelques années, on rivalisera sûrement avec les Saanen, les Alpines, etc. Il suffit de travailler sérieusement. Ouais, c'est ce que vous me disiez avant qu'on démarre cette émission. Sans doute ce qui a valu à la Couclair son éviction, c'est qu'ailleurs, autour de la Saanen et de l'Alpine par exemple, on a travaillé pour produire des bonnes laitières, alors qu'ici, ce travail simplement n'avait pas été fait ou abandonné. Après-guerre, il fallait la productivité. Or, nos races locales, il n'y avait pas eu tellement de sélection de fait. Là, on disait à l'époque, la chèvre, c'était la vache du pauvre. Et donc, petit à petit, à force de croisement, on avait perdu nos races locales. Chose qu'on est en train de retrouver à force de volonté. Comme quoi, la compétitivité, ça se travaille tout le temps, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Dans quelques domaines que ce soit. Il ne faut jamais lâcher, d'autant plus que maintenant, on s'aperçoit que la productivité, c'est bien, mais la qualité, c'est pas mal non plus. Monsieur Noyer, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. Et ben de rien. Et puis on sait que pour encourager cette production, il y a un petit fromage, c'est le Petit Brénou. Exactement. Et qu'on encourage la Couclair du Berry. Merci. René Duplan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de la communauté de communes du Val d'Anglin. Tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre communauté de communes? C'est une petite communauté de communes, hein, puisqu'à l'origine, elle date de 1996. Il y a 7 communes dans le canton, mais au départ, 5 communes sont seulement venues à la communauté de communes, et les 2 autres sont venues aux dernières élections. Et au niveau de la population, ça représente combien? 3400 habitants. D'accord. Donc depuis 1996, j'imagine que vous avez réalisé des projets importants? Nous, notre plus gros travail à la communauté de communes, c'est la voirie. L'aménagement de l'espace, le développement économique. Développement économique. Voilà, développement économique qui regroupe le développement économique lui-même par le biais de zones artisanales et puis le développement du tourisme. D'accord. Est-ce que vous avez des compétences en matière de développement durable ou d'environnement? Non, il n'y a pas de compétences. Je vous dis, on n'a pas beaucoup de compétences, puisqu'en fait, on en a 5. Et donc, non, en aménagement, on fait l'entretien des chemins de randonnée, ces choses-là, donc on participe, c'est l'office de tourisme qui s'occupe de ça, et nous, on participe par des aides à l'office de tourisme. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite? Le gros projet, vous savez qu'avec le regroupement, on fait partie des communautés de communes qui font moins de 5000 habitants. Et donc, à cause de ça, on s'est regroupé avec la communauté de communes Marche Occitane. Donc, ça devrait prendre effet le 1er janvier. Et la communauté de communes s'appellera la Marche Occitane-Val d'Anglin. D'accord. Voilà, on conserve les deux noms des entités. Très bien. Eh bien, Monsieur Duplan, merci de nous avoir reçus. Moi aussi, je vous remercie. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On a fait une belle découverte de la Brenne cette semaine, sous les derniers soleils d'automne, parce que le froid s'annonce et que on va quand même vous donner, on l'espère, envie d'aller vous balader dans ces chemins de randonnée. Voilà. Pour revoir cette émission, c'est simple, une adresse internet qui s'affiche sur l'écran. www.bib-tv.fr. Et on se revoit la semaine prochaine? Voilà, on fait comme ça. Malgré le froid qui commence à arriver. Et oui. Au revoir à tous, ne soyez pas frileux, à la semaine prochaine.